Deuxième partie de notre émission spéciale consacrée aux événements qui ont marqué l'année 2024 en Afrique. Mes trois invités sont toujours avec moi. Avant que Bernard Oudin ne prenne la parole, Karine, vous vouliez dire quelque chose? Je voulais juste revenir sur le point que vous avez soulevé si justement, c'est que la question que l'on se pose suite aux sanctions émises justement par la CEDEAO, c'est toujours en fait d'un point de vue des populations, c'est que les premières à souffrir quand même des sanctions, donc de fait de ce coup d'État, ce sont les populations. À cause de ceux qui mettent sur pied des sanctions illégales. Ils n'auraient pas dû... Mais pas à cause, non, mais non, c'est tout un ensemble. Enfin, je veux dire, il y a un coup d'État, il y a des sanctions qui souffrent. La CEDEAO n'a pas prévu, quand il y a un coup d'État, on met ces sanctions. Pas de façon aussi... D'accord, mais aujourd'hui, qui paye le lourd tribut il appartiendrait du contexte. On est en train de parler du contexte. Il y a ceux qui ont voté les sanctions de les révoquer et le problème est résolu. Enfin, on parle du contexte. C'est que finalement, aujourd'hui, c'est qui paye le lourd tribut de ces sanctions. Les populations de la faute de ceux qui préfèrent, pour le bien d'un individu, faire souffrir des milliers de gens en votant des sanctions illégales. C'est de ça qu'il est question. On peut voir aussi la question. On peut voir la question. Bien sûr. Aussi, mais dans cette médiation dont il est question, puisque là, les États de l'AES ont annoncé il y a quelques jours que finalement, eux, ils permettaient aux citoyens circulant dans l'AES de circuler tranquillement dans la CEDEAO. Ça a été une bonne mesure politique. Oui. Mais les premiers à avoir gelé les frontières, c'est la CEDEAO. On est totalement d'accord. On est totalement d'accord. Mais ça nous ramène toujours à la question comment on se comporte face à un coup d'État. Est-ce qu'on laisse faire ou est-ce qu'il faut le combattre? Et ça ne nous fait pas perdre de vue l'idée qu'il n'y a pas que les militaires qui font il n'y a pas que des coups d'État militaires. Il y a aussi bien évidemment des coups d'État constitutionnels. Ils sont d'ailleurs les plus nombreux. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Le coup d'État contre Bédier en 1999. Je suis bien placé pour en parler. Ceux qui ont lu mon livre le comprendront. Du général Gay. Robert Gay. Attribué publiquement au général Gay, mais si vous lisez mon livre, vous comprendrez la suite. C'est un coup d'État militaire, puisqu'on nous a mis un général à la radio ce jour-là, puisque la télévision était fermée. Et ce coup d'État s'est terminé 10 mois après par une obligation absolue pour les Ivoiriens de passer par la case démocratique d'une élection présidentielle largement gagnée par Gbagbo, contestée par le général Gay lui-même, et qui ensuite a été validée par la France au bout de quelques jours. Et c'était donc un coup d'État militaire, mais le jour du coup d'État militaire, croyez-moi, il n'y a pas une personne qui aurait tiré un coup de feu pour Bédier à Abidjan. C'est vrai. Il y a eu des millions de personnes dans la rue. Ça aussi, et quand Gbagbo a été élu en 2020, au mois d'octobre, j'habitais à Abidjan, je peux vous assurer que ces mêmes personnes sont ressorties dans la rue pour empêcher Gay de refaire un coup le lendemain des élections. Et ça, en fait, il y a quelle conclusion? Donc, ça veut dire que le coup d'État en lui-même, c'est pour le dictionnaire, si on veut, qu'il soit constitutionnel, civil, militaire, etc. Mais voir ce qu'il y a derrière. Il y a des pays où il se passe des coups d'État parce que c'est la seule façon de remettre le pays sur les rails. C'est vrai. Oui, mais à condition que... Parce que c'est la seule façon de mettre... À condition que, en Côte d'Ivoire, la crise qu'on a jusqu'à aujourd'hui, elle a démarré avec ce coup d'État sur Bédier. Il y a eu le passage démocratique de Laurent Gbagbo en 2000, et immédiatement, la France a tout monté pour ressortir Gbagbo. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le coup de 2002 n'est pas tombé du ciel. Et jusqu'à 2010, jusqu'au moment d'avril 2011, où ils ont enlevé Gbagbo, d'ailleurs les Ivoiriens disaient que c'était la terminaison du plus long coup d'État de l'histoire. On a toujours vécu là-dedans. C'est intéressant ce que vous dites. Et ce n'est pas faux. Et le président Gbagbo a lutté démocratiquement pour maintenir le pays en état. Un tout petit exemple, le pays coupé en deux, la Côte d'Ivoire officielle de Gbagbo a payé les factures d'eau et d'électricité de tout le nord du pays pour que les populations ne souffrent pas de la situation de quasi-rebelle qu'avaient créé les gens de Ouattara au nord. Et donc les Ivoiriens ont pu continuer à avoir de l'eau et de l'électricité parce que Gbagbo leur fournissait. Il aurait pu dire ils sont au nord, qu'ils se démerdent, etc. Donc pour le Niger, on en revient au Niger ou au Mali ou au Burkina. Exemple des relations militaires de ces pays-là, on a dit quand par exemple le Mali a fait son coup d'État, oh là là, mais les rebelles, les djihadistes vont descendre sur Bamako, en 15 jours c'est fini. Moi je constate avec des officiers français que je connais,
que depuis, la pression djihadiste sur le Mali est beaucoup moins forte qu'à l'époque et de Serval et de Barkhane. Que le Niger ne s'est pas effondré non plus. Que le Burkina ne s'est pas effondré. Non, mais on ne peut pas avoir des notes là-dessus. Moi, je trouve que c'est contestable. Qu'est-ce qui est contestable ? Sur les attaques djihadistes, on n'a pas d'informations. On ne peut pas faire une comparaison avec des chiffres, puisque aujourd'hui, on n'a pas d'infos. Je vais vous en donner une. Non, mais vous ne pouvez pas. Je vais vous en donner une. Vous ne pouvez pas dire que clairement, aujourd'hui, les attaques, il y a moins d'attaques, puisqu'on n'a pas d'infos. Les attaques je vais vous donner... ne sont pas cachées, on le sait tout de suite. Comment vous le savez, Richard ? Mais les victimes... Non, mais Richard, je vais... Karine, je vais vous donner... de la téléphonie où tout le monde prend des... Aujourd'hui, ce n'est pas possible d'avoir des chiffres. Non, des chiffres, non. Ça, oui. Moi, je parle de chiffres. Des chiffres, non. Ah, ok. Au-delà des chiffres, je vais vous donner un environnement. Je pourrais vous le montrer après l'émission. J'ai sur mon téléphone des photos. J'ai des photos du général Dandiré. Gilbert Dandiré, l'homme lige de l'ancien président Compaoré, qui est dans le désert du Sahel, en train d'expliquer le fonctionnement d'un lance-roquette à un djihadiste. Vous êtes sûr de cette information ? C'est pas de l'information, c'est une photo que je détiens. Et pas la seule. Et à côté de Dandiré, regardant avec ses lunettes de soleil, on reconnaît un certain Belmokhtar. Je vais pas faire une... Mokhtar Belmokhtar, le terroriste ? Mokhtar Belmokhtar. J'ai montré la photo à un haut dirigeant du Quai d'Orsay, en disant, tant qu'on en sera avec des gens comme Dandiré, Compaoré, et la France qui soutient Compaoré, c'est quand même difficile d'avoir ce genre de choses. Vous savez la réponse d'officiel français ? Non. Ah, même Soudain, on connaît la photo, c'est nous qui l'avons prise. Okay. Soyez plus clair pour les téléspectateurs, parce que nous, on a peut-être compris, mais ça veut dire que la France est totalement impliquée dans tout ce qui s'est passé au Sahel ces 10 dernières années. Je pense qu'on peut le confirmer au regard d'une actualité qui, cette fois, ne souffre de rien, si vous permettez, monsieur. Si vous vous souvenez, Karine, de l'attaque de Tinzaouaten en octobre dernier, c'est dans le nord du Mali. Au Mali, pardon. Le porte-parole du renseignement ukrainien, M. Andrei Yuzov, le porte-parole du GUR, s'est félicité du fait que l'Ukraine a fourni un apport, c'est officiel. Oui, bien sûr. Que l'Ukraine a fourni un apport logistique, etc., à l'opération qui a conduit au massacre d'une quarantaine de soldats maliens et d'environ 90 de leurs collègues que le gouvernement avait fait venir de la coopération russo-malienne. Et par la suite, nous avons eu l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, M. Yuri Pivovarov, qui a publié sur ses réseaux une vidéo de réjouissance justement du massacre qui avait été commis. Donc je trouve que ce n'est pas fair play, alors qu'on est conscient que la désapprobation par les puissances occidentales de la présence de ces militaires les a conduits à les soutenir davantage en utilisant parfois des proxys, c'est-à-dire ils ont déporté la guerre russo-ukrainienne sur le sol africain. L'Ukraine, prétextant être en conflit avec la Russie, a estimé que la meilleure chose à faire était de massacrer les nôtres. Et c'est ces éléments-là qu'on prend par la suite pour nous expliquer que Assimi Goïta n'a pas résolu la question du terrorisme. Non, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Non, mais parce que là vous utilisez des informations pour justifier quelque chose. Ma question était celle de savoir. Je ne justifie pas, je suis en train de relater un fait. Ma question était de savoir. Les gens qui sont arrivés au pouvoir ont avancé l'argument suivant. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire reculer le terrorisme par nos moyens. Et justement, je finis, si je peux juste finir. Ma question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on a des informations fiables qui nous prouvent que dans ces pays de l'Alliance des États du Sahel, dans ces pays-là, il y a un recul du terrorisme. C'était ça ma question. Non, mais la réponse... Quel indicateur, Richard ? Est-ce que vous avez des chiffres ? La réponse, elle est claire. Bamako, Niamey et Ouagadougou tiennent encore, ne sont pas soufflés au quotidien. Mais je veux dire, c'est pas la question. La question est de savoir, la question n'est pas de savoir s'ils tiennent. La question est de dire, eux, ils ont fait reculer, est-ce que vous avez des chiffres ? On veut juste avoir des chiffres. Alors, on va passer à un autre événement. C'est pas des événements qui sont sortis dans la presse, on connaît. Non, mais pour conclure, j'insiste dessus. C'est-à-dire, il n'est pas honnête de savoir que depuis que les militaires sont là, les djihadistes reçoivent davantage de soutien de forces extérieures et de dire par la suite ils sont incapables de juguler la question du terrorisme. C'est littéralement empoisonner une eau qu'on vient d'assainir et de critiquer celui qui l'a assainie de ne pas être capable de l'assainir.
Si on part du fait que l'hypothèse est vraie, parce que moi je vous laisse la responsabilité. Non, l'actualité elle est factuelle. De ce, s'il vous plaît. Non, factuel, moi je ne sais pas. Je vous laisse. C'est le porte-parole lui-même, c'est l'Ukraine elle-même, c'est pas Wilfried. Non, mais là, vous avez pris un fait. Non, mais vous avez pris. Si c'est lui. Vous manipulez vous aussi l'information, c'est aussi simple que ça. Non, pas du tout. On va peut-être passer aux événements du Sénégal. Il a même été convoqué par l'ambassade, les autorités sénégalaises, l'ambassadeur à Dakar. Je vais juste donner un petit élément de réflexion. S'il vous plaît. Je connais bien Tombouctou pour y être allé plusieurs fois. Quand vous allez de Bamako à Tombouctou, vous traversez, après Mopti, c'est que du désert. Et il faut savoir se poser la question de ces djihadistes. Ils sortent d'où? Ils vivent comment? Comment ils renouvellent leur matériel? Quels camions, quelles armes, tout ça, elles arrivent comment? Ça vient dans le désert? Ça pousse pas dans le désert, ça. C'est vrai. Mais ça, qui finance? Qui finance? Non, attendez. Mais c'est une question qui est vieille comme le monde. Elle n'est pas vieille comme le monde. C'est pas aujourd'hui qu'ils ont des armes et qu'ils sont équipés en drones. Non, mais attendez, les djihadistes, c'est pas en 2024 seulement qu'ils sont équipés. La question que pose M. Non, mais je sais pas. C'est pas. Non, laissez-moi terminer. Sur un front, vous êtes approvisionné. Donc, ils sont approvisionnés comment? Est-ce que ça date seulement de... Non, on est d'accord. J'ai pas dit que ça datait d'aujourd'hui. Je dis légitime la question. Non. On est d'accord. Ça date pas d'aujourd'hui, mais les gens ne se posent pas les vraies questions. Comment ces gens peuvent exister dans un environnement tellement difficile, hostile, et qu'ils apparaissent de temps en temps à la télévision parce qu'ils ont massacré 500 personnes ici, 500 personnes là. En 94, je suis en mission à Tombouctou. Le soir, on me dit, vous mettez les camionnettes dans le hall, enfin dans le parking intérieur du gouvernorat de la région. Pourquoi? Parce qu'à partir de 19h, à la nuit tombante, jusqu'au lendemain 6h, il ne fallait pas circuler dans Tombouctou. Je parle de 1994. Parce que les rebelles Touaregs, je les appelais comme ça à l'époque, venaient en ville. Et la veille de mon arrivée, il y a un jeune Suisse d'une ONG qui avait été coupé en deux. On est en 2025 bientôt. On vient de finir. On finit 2024. La situation n'a pas évolué. Non, mais ces gens-là sortent d'où? Je ne suis pas contre ce que vous êtes en train de dire. Moi, j'abonde dans votre sens en disant alors, on va passer... ce qu'on considère comme les djihadistes. Mais la vraie question, c'est tout ça. Il y a une économie de guerre qui est florissante. Oui, mais qui l'a fourni, l'économie de guerre? La question c'est plus à Washington ou ailleurs. On passe à un autre fait qui a marqué le continent en 2024, c'est le Sénégal. La présidentielle au Sénégal, nous sommes le 2 février 2024. Le président Macky Sall prend un décret et reporte la présidentielle. 3 jours plus tard, le 5 février, l'Assemblée nationale adopte le report. Il sera annulé, invalidé par la Cour constitutionnelle. Macky Sall revient à la charge, convoque une conférence nationale pour trouver un compromis. Elle est boycottée par l'opposition sénégalaise, mais elle propose le report en juin de la présidentielle sous un président intérimaire. La Cour constitutionnelle, le 6 mars, invalide cette proposition et fixe la présidentielle au 24 mars. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye sont toujours en prison. Ils sont sortis 9 jours seulement après et avant le scrutin qui remporte haut la main dès le premier tour. Les Sénégalais nous auront montré en 2024 le génie et la maturité qui sont les leurs. Penaoudin. Moi, j'avais dit au président Gbagbo, début 2024, que l'élection du Sénégal, ça serait un tournant majeur pour l'évolution des pays d'Afrique de l'Ouest, en particulier, et d'un pays d'Afrique en général, parce que c'était le dernier, d'abord, le Sénégal est le dernier pays où il n'y a pas eu de coup d'État, ni civil, ni militaire, ni quoi que ce soit, et que c'était le pays qui pouvait permettre de faire comprendre aux uns aux autres ce que c'est qu'une transition démocratique, en respectant les règles constitutionnelles, les règles du vote aussi, parce qu'il n'y a pas eu simplement que la Constitution, c'est que le jour du vote au Sénégal, les gens ont voté, les résultats ont été faits bureau par bureau, ils ont été publiés bureau par bureau, c'est le seul pays d'ailleurs en Afrique de... Mais c'était prévu comme ça en Côte d'Ivoire en 2010. Oui, mais ça, en 2010, puisque j'étais présent, je peux vous dire, on a fait exactement comme ça, sauf qu'ils ont déchiré tout, ils ont mis sous la table. Oui. Je parle du côté franco-onusien. Et au niveau du Sénégal, ça s'est passé comme ça. Ça a été un tournant selon vous. Et Amadouba, dans la nuit, a concédé. Et ce qui s'est passé avec Dramane, c'est le jour dernier au Ghana. C'est ça, on reviendra aussi sur... Mais au Sénégal, c'était vraiment
l'élection qu'il fallait pour réenraciner, si on peut dire, réimplanter la démocratie, la démocratie au sens noble du terme. Et ça s'est bien passé. Et espérer que maintenant, dans les autres États, ça va faire... Karine Orio, une présidentielle spéciale. On peut saluer la maturité démocratique qu'on a vue au Sénégal. Cependant, cette élection ne s'est pas déroulée aussi paisiblement. C'est ça. C'était quand même dans un climat de tension exacerbée. Il y a eu des morts. Il y a eu énormément de morts, il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu des emprisonnements quand même. Ça, il faut le reconnaître. Et puis, Macky Sall nous a quand même... a mis le doute, parce que finalement, on ne savait pas s'il voulait quand même se représenter, pas se représenter. Il a fait traîner. Et puis, il a pris des décisions qui, à la fin, ont quand même malmené un tout petit peu les institutions sur place. Mais heureusement, la force des institutions aussi au Sénégal a fait qu'on ait quand même pu avoir une date de scrutin et puis une élection qui se soit bien déroulée. Bien sûr. Et je salue aussi la mobilisation de la jeunesse sénégalaise. Et là, pour le coup, grâce aux réseaux sociaux, parce qu'il fallait absolument une victoire dans les urnes. Et c'est ce qu'on demande finalement. C'est-à-dire qu'au regard de ce qui s'est passé au Sénégal, on aimerait justement que la mobilisation se passe dans les urnes avec, comme l'a dit M. Oudin, c'est-à-dire que quelqu'un qui reconnaît sa défaite, et puis c'est beaucoup plus simple. C'est vrai que Amadou Ba, de toute façon, il n'avait pas le choix, a reconnu sa défaite. Et nos deux prisonniers, on va dire, entre guillemets, qui 2 mois auparavant ne pouvaient pas se rêver, l'un président de la République et l'autre Premier ministre, tiennent aujourd'hui les rênes du Sénégal. Claude Wilfried Kanga. En première partie de l'émission, j'ai conclu en disant que les coups d'État constitutionnels sont les plus nombreux. Au Sénégal, je salue la proactivité de M. Badio Camara, le président de la Cour constitutionnelle, qui a su déjouer le coup d'État de Macky Sall, parce que c'était un coup d'État. Macky Sall, qui est au pouvoir depuis le 2 avril 2012, a cru bon de nous servir à un poisson d'avril en voulant aller au-delà de son mandat, alors que le texte fondamental, la loi, la constitution du Sénégal, le lui interdisait. Il a utilisé moult mécanismes, moult entourloupes, le musellement des opposants, avec des motifs sans queue ni tête, corruption de la jeunesse. Il y a eu cette affaire entre le ministre Mame Mbaye Niang et Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Il y a eu l'affaire Adji Sarr. Il y a eu justement cette incarcération et cette amnistie en dents de scie où, ok, je te libère, monsieur Sonko, mais puisque tu as déjà été condamné pour les faits qui te sont reprochés, tu es de facto inéligible pour les élections à venir. Il surfait sur le fait que M. Diomaye Faye était trop faible pour porter justement le PASTEF à la magistrature suprême. Par la suite, il n'a même pas permis à son dauphin désigné, M. Amadou Ba, d'être un dauphin. C'est-à-dire il a davantage réfléchi à la perpétuation de son pouvoir qu'à un réel changement, certes d'individu, mais alors qu'il avait tout à gagner. On pouvait changer l'individu, on maintenait le système APR, le système Benno Bokk Yakaar, sauf que bon, Benno Bokk Yakaar, uni dans l'espoir, s'est transformé en désespoir quand Macky Sall a abandonné son propre poulain sous l'autel de sa propre cupidité à rester au pouvoir. Et donc, les Sénégalais qui ont justement cette habitude depuis plusieurs années de l'alternance comparativement pacifique, si on fait des analogies avec d'autres États, notamment ceux dont on venait de parler, les Sénégalais ont approuvé et ont applaudi la solidité de leurs institutions, notamment du Conseil constitutionnel, avec évidemment la participation de la diaspora qui, contrairement à la diaspora de mon pays, le Cameroun, peut même agir à l'Assemblée. Il y a 8 circonscriptions dans la diaspora. La diaspora sénégalaise possède 15 sièges, ce qui lui permet d'avoir un droit de regard factuel, institutionnel, permanent, sur la politique du pays. Donc, j'étais très content. On va peut-être parler dans un autre contexte de la politique interne des 2 têtes actuellement du Sénégal, que je n'approuve pas totalement, mais sur le plan de l'élection, sur le plan du contexte et de la manière dont ils ont été portés au pouvoir, je trouve que le message, il est bon. Je trouve que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y a eu énormément de morts, énormément d'effusions de sang, davantage qu'au Niger. Une pique envers vous encore, Madame Karine. Lors de la prise du pouvoir de M. Tiani, il y a eu beaucoup moins d'effusions de sang que lors de l'entourloupe et les tentatives macabres de perpétuation
de pérennisation dont Macky Sall a été l'auteur et dont, heureusement, les choses se sont bien terminées, c'est-à-dire la Constitution a eu le dernier mot, la loi fondamentale a eu le dernier mot, les dirigeants qui sont actuellement au pouvoir sont d'une légitimité absolue, d'autant plus que sur les législatives qui se sont déroulées en novembre dernier, ils ont à nouveau raflé la mise. On aimerait bien que cet épisode se répète sur les 54-55 pays africains. On croise les doigts. Et sans les morts si possible. Oui, sans les morts, évidemment. Mais moi, pour aller vraiment dans le sens de M. Ekanga, je pense que c'est un exemple. Parce qu'effectivement, Macky Sall n'a pas prouvé que lui, il aspirait à une transition paisible, ni à une transmission du pouvoir. On a bien vu qu'il n'y avait pas de préparation de ce côté-là. Et je pense qu'il faut aussi que justement les autres États autour retiennent ces leçons-là. C'est-à-dire que malgré le fait que lui, il ait voulu passer en force, les institutions, la force des institutions a bien été... Et un peuple mobilisé. Et un peuple mobilisé, tout à fait. Il faut retenir d'ailleurs que le Sénégal, même s'il est cité en exemple de démocratie, tout au long de son histoire politique, il y a eu des couacs. Il y a même eu la tentative par Abdoulaye Wade. En 2000. Il y a eu la crise de 62 avec M. Léopold Sédar Senghor face à Mamadou Dia, qui s'est servi du Parlement pour couper la tête, politiquement bien entendu, pour couper la tête à Mamadou Dia. Il y a eu parce qu'on était dans un contexte de bicéphalisme assez puissant. Et le discours souverainiste et l'approche réellement indépendantiste de M. Dia ne plaisait pas beaucoup à la politique de convention de Léopold Sédar Senghor, qui lui avait une grande pratique de la France. Et on a eu cette bagarre-là à l'Assemblée, qui a même été où des gendarmes sur ordre de M. Mamadou Dia ont pris le contrôle de l'Assemblée pendant que Léopold essayait de... En fait, le Sénégal connaît ses remous, ses tumultes de manière assez fréquente, mais sait bien clore le dossier. C'est vrai. Mais il y a une chose que je voudrais dire aussi pour ne pas trop taper sur l'Afrique, c'est que le Sénégal, ça a bien marché, et étendre ça aux 54 États, je vous rappelle quand même que l'Afrique du Sud est un pays démocratique. Totalement. Aujourd'hui, l'ANC n'est même pas majoritaire. Totalement. Et n'est pas majoritaire et elle fonctionne. Et d'ailleurs, la Namibie vient de voter bien, la première femme présidente de Botswana. Absolument. Un peu le Kenya. Ce que vous dites, c'est très intéressant. Parce qu'on ne parle que des trains qui partent pas à l'heure en Afrique, mais absolument. Qui partent à l'heure et qui vont faire l'Afrique de demain et qu'il faut mettre en exemple d'abord. Et je m'excuse de le dire, il y a ces faux intellectuels africains qui nous servent l'idée que la démocratie est un modèle importé, ça ne peut pas marcher en Afrique. Mais ça marche quand on veut que ça marche. Ça marche quand on a les institutions. Mais attention, les acquis démocratiques, on a quand même remarqué aussi qu'on a des acquis démocratiques sur le continent africain qui peuvent du jour au lendemain sauter. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il faut les consolider. Absolument. Donc, un autre point très rapidement, Karine Aurieux, puisque vous allez nous quitter pour la troisième partie. Le cas sénégalais nous pose face à une question qui, elle aussi, elle est complexe. Aujourd'hui, le volontarisme politique des nouvelles autorités sénégalaises semble nous faire croire qu'elles vont revenir sur la loi d'amnistie prise par Macky Sall pour absoudre tous les crimes de sang et crimes économiques qui ont été commis sous son régime. La question c'est, faut-il, au nom d'une certaine cohésion sociale, effectivement fermer les yeux sur les crimes passés, ou bien faut-il mettre fin à l'impunité et que chaque gouvernant réponde de ces crimes, peu importe les lois qu'il a prises avant de partir. Mais la difficulté aujourd'hui pour le duo Sonko et Diomaye, c'est que maintenant il faut gouverner. Et que pour gouverner, vous l'avez dit, dans votre question, en fait, il y a une réponse. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour maintenir la cohésion sociale ? Est-ce qu'aujourd'hui, il vaut mieux effectivement plutôt dire non, on va être très strict et très rigoureux, au risque que quand même leur popularité et puis soit remise en question. Moi, je ne sais pas s'il faut avoir une réponse assez fermée là-dessus. Honnêtement, je ne saurais pas répondre. Qu'est-ce qu'on fait, Claude Dufréle et Kanga? Je pense en effet qu'il faut un juste milieu, parce qu'il est clair que si l'opposition elle est beaucoup
la coalition Beno Bokayakar, à l'intérieur de laquelle l'APR se trouve, bloquait les dispositions de l'exécutif à l'Assemblée. Le but était en fait de repousser au maximum les mesures prises par le nouveau pouvoir, en espérant qu'il réaliserait de bons résultats à l'exécutif. Et évidemment, c'est dans la même logique qu'avant de quitter le pouvoir, Macky Sall a mis sur pied ces règles d'amnistie, parce que conscient de tous les crimes qui étaient à son actif, il se disait, maintenant que je vais partir, il ne faudrait pas que je me retrouve dans une situation inconfortable. Donc, que doit faire le nouveau pouvoir? Je dirais qu'il doit trouver une sorte de juste milieu. Il ne faut absolument pas transformer le non-droit en norme sur la base d'une cohésion nationale qu'on voudrait créer. La cohésion ne doit pas reposer sur l'impunité et la consécration de la violation des règles établies. Il faut peut-être, je ne vais pas me substituer à la justice sénégalaise, mais peut-être il faut prioriser les délits les plus, entre guillemets, impardonnables. Les plus graves. Oui, les plus graves, les plus difficiles à absoudre. Et voilà, taper dessus et punir les coupables. Par contre, les délits mineurs, je ne sais pas, je veux dire, Macky Sall ou Diomaye Faye, peut fermer les yeux sur ceux qui ont, sur le juge qui a prononcé son... Excusez-moi de poser la question de façon choquante. Ces étudiants abattus froidement pendant les manifestations au cours desquelles les Sénégalais disaient non. C'est quelque chose que je ne pardonne pas personnellement. Ça fait partie des délits mineurs? Non, pas du tout. C'est quelque chose que je ne pardonne pas du tout. Nous avons le même problème au Cameroun avec la crise anglophone qui a d'ailleurs embrasé tout le pays. Il ne faut pas, Thomas Sankara le disait d'ailleurs, un militaire sans formation politique est un criminel en puissance, sans formation idéologique, sans formation politique. Et vous lui donnez une arme à la main, il se croit tout permis. Il ne faut pas que on habitue le gendarme africain. D'ailleurs, il y est habitué, mais il faut qu'on le déshabitue à la gâchette facile. Il faut faire passer un message quand même pour ceux qui, sans raison, ont été coupables de tels actes. Évidemment, il y a un commanditaire qui est Macky Sall. Oui. Donc, il appartiendra à Ousmane Sonko et à Diomaye Faye de gérer la situation. Mais donc, je ne plaiderai pas du tout pour une amnistie en ce qui le concerne. Donc, les Sénégalais tombés sous les balles des policiers en 2021, en 2023 et en 2024, il faut rendre justice. Oui, tirer sur son peuple, je ne le cautionne pas du tout. Je propose qu'on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.